plus ou moins 100 troubles. Hein, on se rappelle qu'aujourd'hui, on est à plus de 400 troubles. Et il va proposer une catégorisation par symptômes. Et on va, par symptômes, puis quand je dis des symptômes, ça peut être aussi des symptômes sociaux ou des symptômes dits moraux, comme par exemple la délinquance, qui est un problème moral et non pas un syndrome psychiatrique à proprement dit. Donc, c'est moral et social à la fois. Hein. Si je vais sur Internet, par exemple, en Russie, puis que je tape quelque chose qui est contre le régime en place, bien, je vais passer pour quelqu'un d'immoral, qui enfreint les règles, etc. Donc, vous comprenez que à travers la catégorisation des symptômes, bien, on a vu apparaître aussi l'homosexualité comme un trouble mental qui est disparu maintenant, mais qui a existé dans la version 3. Vous avez le syndrome dysphorique prémenstruel, ce qui est en fait un syndrome catégorisé comme un trouble mental pour les femmes qui ont des comportements très changeants, en fait, par rapport à leur menstruation. Donc, vous voyez que c'est un peu tout, et tout ça est questionnable, et vous comprenez que c'est questionné actuellement par la communauté scientifique. Donc, comment se fait un diagnostic médical? Dans le fond, la médecine est basée sur une forme d'algorithme. C'est un arbre décisionnel. Donc, quand vous allez voir le médecin avec des symptômes, le médecin de première ligne, il évalue vos symptômes et il fait des hypothèses, évidemment. Et dans la majorité des cas, il doit y avoir une étape qui nous permet de confirmer, en fait, un diagnostic. Et évidemment, cette étape, elle est liée aux connaissances qu'on a en lien avec la problématique qu'on souhaite évaluer. Donc, vous avez, par exemple, des symptômes ici, là, à la gauche de l'écran, fièvre, maux de gorge, fatigue, perte d'appétit. On le voit, hein, le meilleur exemple, en fait, là, je suis très spontané, le meilleur exemple, c'est le COVID. Hein, si on a de la difficulté à établir quels sont les symptômes clairs, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas encore bien la maladie. Donc, évidemment, lorsqu'on a une deuxième validation, c'est-à-dire, là, je fais le test là, avec le truc qu'on me met dans le nez. Là. Bon, nous, ça va nous confirmer un diagnostic de COVID. Dans notre cas ici, l'exemple à l'écran, bien, ça va nous confirmer une pharyngite ou un autre problème. Donc, vous voyez que le diagnostic médical se fait toujours en deux étapes. Et quand la deuxième étape de validation, c'est-à-dire le test de référence, n'existe pas, c'est que la connaissance n'est pas arrivée. Si on prend ensuite les diagnostics psychiatriques, pour avoir fait vraiment une courte carrière, mais une carrière professionnelle en psychiatrie, ben, moi, j'avais constaté rapidement qu'un diagnostic sur deux pouvait être défait par un deuxième avis, ce qui m'apparaissait très problématique. Donc, déjà tôt dans ma carrière, là, j'avais observé dans les pratiques que la validité était plutôt faible. Donc, on va observer ici, par exemple, les symptômes d'agitation, de colère, d'irritabilité, de manque de concentration. Ça peut être autant des symptômes de TDAH que des symptômes de dépression ou de troubles anxieux. Donc, nous, nos tests de référence présentement en santé mentale, ce sont soit les tests psychométriques auto-rapportés, soit avec une méthode qui est multirépondant, notamment lorsqu'on est avec des enfants, c'est-à-dire on va demander à l'enseignant de répondre, on va demander aux parents, et parfois à l'enfant, ou les observations systématiques. Donc, ce sont les méthodes que l'on a et qu'on peut combiner, ou l'histoire de vie en fait partie. Mais il n'y a aucun vaccin, aucun test, pas un vaccin, aucune prise de sang, aucun test qui permet, un biomarqueur qui permet vraiment d'identifier les problématiques claires là, à ce jour. Donc, si ça existait, là, puis si c'était validé, on l'utiliserait. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il faut savoir que tous les diagnostics en psychiatrie, je dirais, sauf pour la schizophrénie, qui est un trouble assez franc, voire la bipolarité et encore, ou même, bon, la déficience intellectuelle, il n'y a pas de doute, nos tests sont assez fiables, mais sinon, pour le reste, là, les évidences sont peu claires. Donc, juste l'expression de l'anxiété entre un garçon et une fille, ou l'expression de la dépression chez un garçon et une fille va être très différent. C'est ce qui fait qu'on peut retrouver des problèmes dans nos prévalences. Donc, je continue. Donc, la validité du modèle médical actuel, hein, du DSM, c'est un système qui dépend de symptômes observables uniquement rapportés. Donc, uniquement rapportés par l'individu ou par les individus dans l'environnement.
Donc, c'est une limite importante. En psychiatrie, il n'existe aucun biomarqueur comparable à la médecine interne. Hein, quand je parle de médecine interne, je fais référence à, bon, je prends un exemple qui peut être malheureux, là, mais le cancer. Mais pour certains cancers, on maîtrise très bien le truc, ou du moins les diagnostics sont très clairs et les pronostics sont avec une validité très forte. En santé mentale, là, on a très peu de balises aussi fortes. Quoique, on est capable de fonctionner, mais c'est pas très clair. Les pistes de recherche actuelles en santé mentale, là, actuellement, qu'est-ce que les chercheurs à travers le monde là, ont comme piste? Bien, vous avez les IRM fonctionnels. Ça, je dirais que ça fait déjà un certain temps qu'on s'y intéresse, même depuis le début des années 2000 d'ailleurs. Mais le problème avec les IRM fonctionnels, c'est les imageries cérébrales. Là, quand vous voyez un cerveau avec des images de couleurs, là, des taches de couleurs, le problème avec les IRM, c'est qu'on n'arrive pas à définir des diagnostics parce que ça décrit des processus communs à plusieurs troubles ou du moins plusieurs fonctions ou comportements. Donc, on pourrait confondre quelqu'un qui, par exemple, joue de la musique avec un comportement qui pourrait être désagréable et on pourrait retrouver des processus communs là, dans l'image. Donc, on va avoir un problème à ce niveau-là. Présentement, une des grandes percées est le microbiote intestinal. Vous en entendez parler certainement. Vous avez les infections et les bactéries. Ça ici, ce sont des pistes qui sont vraiment les plus sérieuses. Actuellement, ce qu'on réalise, c'est que certains troubles, comme les troubles obsessifs compulsifs, peuvent être inférés par une infection au streptocoque. Et par un antibiotique, les TOC, les troubles obsessifs compulsifs, partent. Donc, ce ne sont pas le même genre de troubles qu'on va retrouver chez les anxieux qui ont des TOC pour se sécuriser. Donc, il faut voir qu'avec des équipes de chercheurs là, avec qui je travaille en France au CNRS, qui sont en théorie de l'évolution, ce sont vraiment les pistes les plus solides actuellement, là, les infections et les bactéries qui pourraient créer des problèmes de comportement. Vous avez également l'interaction parasitaire. Le plus commun, c'est-à-dire celui qui est connu par beaucoup de gens, c'est la toxoplasmose. Bien, on sait que la toxoplasmose, chez certains mammifères, crée vraiment des problèmes de comportement et d'adaptation. On sait que chez certains animaux également, l'interaction parasitaire crée des suicides. Donc, le principe d'un parasite, il faut savoir que c'est un organisme qui en envahit un deuxième et qui se sert de cet organisme pour survivre. Bien, si on prend l'exemple d'un type de parasite qui investit un oiseau, ce parasite va faire en sorte que le comportement de l'oiseau va se diriger vers l'eau pour se noyer, parce que le parasite a besoin d'être dans l'eau pour se reproduire. Donc, vous comprenez que dans le monde animal, l'interaction parasitaire est vraiment un phénomène qui est étudié et en fait, qui modifie les comportements des individus de manière significative. Donc, c'est une piste aussi très sérieuse. Et les processus inflammatoires et la charge allostatique. Bien, les processus inflammatoires, ce sont le stress chronique est un processus inflammatoire. Les problèmes de santé physique et les problèmes immunitaires sont des processus inflammatoires, donc qui vont jouer sur la santé mentale. Et la charge allostatique, en fait, c'est lorsqu'on vit du stress chronique depuis trop longtemps, le corps subit une pression et tous les paramètres physiologiques viennent qu'à se modifier. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la charge allostatique, donc qui est principalement reliée au stress physique ou mental. Donc, voilà. Ça va pour l'instant. Là, je ne vous vois pas, là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ici, je vous présente Thomas Enzel. Enzel a été la personne qui a dirigé le NIMH aux États-Unis, qui est l'institut qui finance tous les projets de santé mentale aux États-Unis. Donc, on dit que c'est des milliards qui sont investis en recherche et ce sont des milliards qui sont investis depuis 50 ans. Donc, ce que Enzo va dire dans une présentation TED, vous avez la présentation ici. Là, si vous allez taper Thomas Enzo, présentation TED, vous avez ça en français, là, en anglais et en français. Lui, ce qu'il va dire, là, puis il faut se mettre dans le contexte que c'est lui qui finance la recherche, c'est-à-dire son organisme,
et c'est associé aussi à l'Association américaine de psychiatrie. Là. Donc, ce sont les mêmes gens qui sont en train de remettre en question leur pratique, évidemment. Donc, lui, ce qu'il va dire, là, c'est que le constat qu'il fait depuis qu'il dirige les NIMH, c'est qu'il y a eu des milliards qui ont été investis depuis les années 60 et que le même argent investi dans tous les autres domaines de la médecine ont donné des résultats. Et en santé mentale, à vrai dire, on n'a fait pratiquement aucun progrès ou très peu de progrès. Donc, lui, bon, il va prendre, évidemment, ici, c'est un exemple un peu choquant, là, mais il va prendre l'exemple du suicide. Là. Évidemment, il faut le prendre avec des nuances. Là. On pourrait argumenter, mais il va prendre le suicide comme étant la cause mortelle de la maladie mentale. Okay? Prenons-le comme ça. Et après, il va prendre d'autres exemples d'indices de mortalité comme le sida, les maladies cardiaques, la leucémie, pour lesquels, avec le même argent investi, on a trouvé des solutions. C'est-à-dire que maintenant, la leucémie se guérit à 80 on guérit de maladies cardiaques ou on survit de maladies cardiaques à 68 et pourtant, avant, on en mourait. Là. Donc, il n'y a pas si longtemps, on mourait du sida, on mourait d'AVC, on mourait de maladies cardiaques, on mourait de leucémie. Mais nos scores par rapport au suicide n'ont pas vraiment augmenté. Et donc, c'est vraiment sa déception. Et il va se dire, il y a vraiment un problème. Là. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans un même domaine, c'est-à-dire le domaine de la médecine, avancer dans à peu près tous les champs où on investit des fonds, c'est-à-dire en recherche, puis en santé mentale, on n'arrive pas à faire des découvertes significatives qui sont réelles, là, qui permettent vraiment d'améliorer la situation des gens. Il va dire deux choses. Deux choses sont possibles. Il va dire qu'il n'y a aucun processus biologique qui influence la maladie mentale, ce qui est improbable, ou la nomenclature utilisée n'est pas bonne, ce qui apparaît la piste la plus probable. Donc, le DSM. Donc, depuis un peu son statement, là, je n'ai pas le mot français, son appel, en fait, sa publication, le mouvement scientifique remet en question la validité du diagnostic qu'on utilise aujourd'hui, mais le seul problème, c'est qu'on n'a pas d'alternative. Donc, c'est pas que les gens sont nono, là, c'est pas que les gens sont idiots de continuer à travailler dans cette lignée, c'est qu'il n'existe pas vraiment rien pour remplacer ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire le DSM, puis une approche médicale ou psychologique, c'est-à-dire par la psychothérapie. Donc, Inzel va dire sur son blog, les gens qui souffrent des troubles mentaux méritent mieux. Puis, il va dire que le NIMH ne financera plus les études qui utilisent le DSM. Bon, j'arrive maintenant à mon propos en lien avec les troubles d'anxiété, dépression et d'épuisement. Je me spécialise dans la réponse de stress et les biomarqueurs de stress. Puis, toutes mes études, toutes les connaissances que j'ai acquises depuis que je m'intéresse au stress nous amènent à comprendre, en fait, là, que le processus anxio-dépressif, c'est un processus qui est commun. Hein? C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la dépression, il y a toujours de l'anxiété. Donc, les processus anxiogènes vont démarrer déjà chez le jeune enfant. C'est plutôt rare qu'on va voir une dépression majeure chez l'enfant. On va voir des dépressions majeures plus fréquemment à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, c'est un processus qui est à la fois développemental puis à la fois dans un continuum de symptômes. Donc, normalement, là, lorsqu'on vit beaucoup de stress, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on commence à développer des symptômes un peu d'anxiété. Et ces symptômes se persistent dépendamment de notre tempérament et dépendamment de notre vécu. Et puis ensuite, on se dirige vers des symptômes dépressifs. Et là, ici, vous allez voir, j'ai mis des symptômes qui sont agressifs réactifs pour la simple et bonne raison que ce qu'on observe, lorsqu'on sort un peu des tests qu'on a actuellement, là, ou les échelles de mesure, ce qu'on observe, c'est que, en fait, un garçon ou une fille, là, dépendamment de son tempérament ou de son vécu, peut réagir par agressivité réactive là, en dépression ou en vivant des phases anxieuses là, importantes. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'anxiété et la dépression ne sont pas que des problèmes qui se manifestent de manière intériorisée tels qu'on les catégorise, hein, c'est-à-dire avec un repli sur soi, avec beaucoup de peine, de tristesse, de pleurs, parfois d'irritabilité qu'on va avoir dans les symptômes, mais c'est loin d'être un symptôme qui ressort. Et pourtant, chez beaucoup d'hommes, en fait, ou chez le genre plutôt masculin, on va vraiment observer des comportements plutôt
d'agressivité, d'irritabilité dans des problèmes anxio-dépressifs. Ce que l'on sait, quand je vous ai dit tantôt là, que les problèmes qui étaient les plus prévalents, ce n'est pas la schizophrénie, ce n'est pas la déficience intellectuelle. Les problèmes qui ont augmenté depuis les années 2000, ce sont les problèmes anxieux, les problèmes de dépression jusqu'à l'épuisement. Ce que l'on sait également, c'est que ces troubles d'anxiété, dépression, épuisement sont les plus prévalents chez les enfants et les adultes, mais sont transdiagnostiques. Ce que ça signifie aussi, c'est que si je suis un individu et que j'ai un trouble neurodéveloppemental, par exemple, comme la schizophrénie ou la déficience intellectuelle, je peux aussi vivre de l'anxiété, de la dépression et de l'épuisement. Donc, peu importe mon profil de personnalité, peu importe le type de maladie physique ou développementale que j'ai, je peux être un schizophrène qui vit du stress chronique et qui va également vivre de l'anxiété et de la dépression. Je peux être également un jeune ayant un syndrome autistique, c'est-à-dire un trouble du spectre de l'autisme, et je peux avoir une bonne ou une mauvaise santé mentale. C'est-à-dire que si on est dans le phénomène de l'adaptation et de la santé mentale et non plus tant du trouble. Donc, nous, ce que l'on sait, lorsqu'on stresse des animaux, bien, on sait qu'on peut induire chez tous les individus de l'anxiété, voire de la dépression. En tout cas, on peut induire de l'anxiété chez tout le monde. Donc, et de l'épuisement. Donc, lorsqu'on épuise des individus animaux en laboratoire, là, on les stresse chroniques et ils viennent qu'à s'épuiser. Leur système de stress tombe. Donc, on sait que c'est la même chose chez l'humain. C'est juste qu'on ne peut pas, dans les protocoles de recherche, stresser les humains jusqu'à devenir malade, évidemment, vous comprenez. Donc, ça, c'est un mécanisme qu'on connaît très bien. Donc, vous comprenez maintenant que la sphère anxio-dépressive, là, elle a une particularité dans le spectre là, des maladies mentales, comme on les appelle. Et bon, la particularité de ces trois types de profils, anxio-dépressif, épuisement, bien, c'est lié à la régulation émotionnelle et comportementale, puis c'est lié à notre réponse de système de stress. Donc, et c'est là que j'en arrive avec les théories de l'évolution, parce qu'il faut savoir que notre réponse de stress vient de plusieurs millions d'années. Hein, donc, c'est un héritage. Et on partage exactement le même système de réponse au stress que l'ensemble des mammaliens, en fait. Donc, ici, bon, mais moi, depuis déjà quelques années, je m'intéresse aux théories de l'évolution, à la fois dans l'intervention, puis à la fois dans mes concepts ou les théories auxquelles j'applique. Donc, les théories de l'évolution permettent d'envisager les comportements comme une réponse adaptative aux conditions de l'environnement. Donc, c'est vraiment un paradigme qui est différent que de s'intéresser qu'à des symptômes. Hein. Et là, je m'intéresse, je répète, là, c'est qu'aux symptômes anxio-dépressifs. Les nombreux problèmes de santé physique et mentale sont liés au décalage entre notre mode de vie actuel et le mode ancestral. Donc, ici, j'écris en vert hein, le mode, donc le mode ou le monde, du moins l'environnement dans lequel j'ai été optimisé. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie, qui est majeur en fait. Faut savoir que notre organisme, tel qu'il est constitué, là, à la fois notre cerveau et toute notre physiologie, a été optimisé par l'évolution dans cet environnement. C'est-à-dire que c'est un environnement qui est sans artifice. Donc, et là, on parle sur des millions d'années. Et quand je dis on a été optimisé, quand je parle des théories de l'évolution, hein, c'est vraiment que notre système s'est développé dans des conditions comme celle-ci. Donc, vivre dans un univers ou un environnement dans lequel on est protégé, on a des abris, et là, on va arriver à Internet, là, évidemment, mais dans lequel notre environnement s'est grandement modifié à une vitesse très rapide. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos traits dits phénotypiques, quand on dit des traits phénotypiques, là, ce sont en fait de la cellule au comportement. Okay? Donc, voyons-le comme ça, là, ou à des traits précis, là, des traits physiques. Donc, les traits phénotypiques que nous avons, comme toutes les autres espèces, ont été façonnés depuis des milliers d'années dans un environnement qui est fixe. Donc, si je prends juste l'héritage de notre système de réponse au stress, on va parler d'un héritage qui date de 210 millions d'années. Donc, on partage avec les mammifères. Il faut savoir maintenant que l'Homo sapiens, ce que l'on est, ben, c'est un être, là, les données qu'on a datent de 300 000 ans. Donc, on peut savoir du moins que ce qui se rapproche de notre phénotype humain,
a quand même été façonné sur 300 000 ans. Hein, moi, je suis en train de vous parler des années 2000, là, on parle d'à peu près 20 ans ici. Donc, c'est important comme perspective. Ensuite, le mode des chasseurs-cueilleurs, 15 000 ans. Là, on arrive ici, là, je parle de l'environnement moderne et j'arrive à l'an 2000 où il y a quelque chose qui est arrivé de particulier, c'est que notre environnement est passé d'un environnement proximal à un environnement mondial. Il faut se rappeler que si j'étais un individu à l'époque des chasseurs-cueilleurs, mon environnement, la conscience de mon environnement se limitait à ce que je voyais, à ce que j'explorais et à ce à quoi j'étais très concrètement en lien. Évidemment, dans l'environnement moderne, voire dans les années 2000, les individus qui sont nés à partir des années 2000 ont accès à un autre type d'environnement. C'est-à-dire que l'information qui est tirée de l'environnement est une information multiple. Donc, on sait ce qui se passe à travers le monde. Donc, ce qui influence ce qui se passe en France, ce qui influence ce qui se passe en Australie, en Afrique, nous influence directement. Donc, ça fait partie des informations que nous avons au quotidien, mais qu'on n'avait jamais eu accès avant. Donc, notre environnement, il est physique, mais il est depuis les années 2000 aussi virtuel. Et ça, c'est une multitude d'informations, en fait, qu'on a à traiter, qu'on n'avait pas à traiter auparavant. J'espère que vous me suivez dans mon propos. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'un trait ancestral comme la réponse de stress qui a servi à la survie peut être délétère dans un environnement moderne où en fait la survie n'est plus prioritaire. Donc, dans l'univers dans lequel on vit, dans l'environnement présentement, l'environnement avec artifice nous permet de vivre, mais en n'étant plus en mode de survie ou d'adaptation. On est vraiment dans un mode où tous nos besoins de sécurité de base et de vie, en fait, sont comblés. Et il nous reste du temps maintenant pour pouvoir étudier et faire de l'art, et bon, etc., apprendre la danse, et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est de savoir, notre système de stress, lui, il n'a pas été façonné pour jouer aux jeux vidéo et il n'a pas été façonné non plus pour faire de la danse. Notre système de réponse au stress a été façonné, en fait, pour assurer notre survie. Donc, la théorie de l'évolution et la maladie mentale ou la santé mentale, ce que l'on sait, c'est que dans les théories de l'évolution qui sont appliquées à la santé ou à la maladie, on va retrouver vraiment 5 mécanismes précis. On va retrouver ce qu'on appelle l'étude des désordres immunitaires, les désordres métaboliques, les désordres de la maintenance, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du vieillissement. Donc, tous les organismes vivants ont un mécanisme métabolique, ont un mécanisme immunitaire, ont un mécanisme de vieillissement. Il existe ce qu'on appelle également l'histoire de vie. Donc, quel est le vécu de l'individu ou de l'organisme et les comportements ancestraux. Donc, les comportements qui sont partagés, en fait, avec les autres espèces qui ont évolué avec nous ou dans la continuité de nous. Là, je dis nous étant l'Homo sapiens. Donc, ce que l'on sait, c'est que le stress chronique, là, donc vivre du stress chronique, c'est-à-dire de faire déclencher notre système de réponse au stress de manière très, très régulière, implique plusieurs de ces mécanismes. En fait, le stress chronique va jouer sur les problèmes immunitaires, sur des problèmes métaboliques. Tantôt, quand je vous parlais de la charge allostatique, c'est de ça dont on parle. On sait également que plus on stresse un individu, bien, plus son corps subit une pression. Donc, vraiment un vieillissement des cellules. On sait que ça va influencer les trajectoires développementales et l'histoire de vie. Puis, on sait que c'est partagé également par les autres mammifères. Donc, si vous avez un chien ou un chat à la maison, là, il va réagir exactement aux mêmes déterminants de stress que vous. Donc, la santé physique et la médecine, disons, je vais l'appeler comme ça, et les théories de l'évolution là, font déjà leur chemin dans le monde scientifique. Là, je vous donne 2 exemples de publications, mais la médecine moderne va vraiment s'appuyer sur les connaissances qu'on a et déjà s'appuie sur les connaissances qu'on a pour avoir de nouvelles explications. Donc, par exemple, mes collègues en France, je fais référence à Frédéric Thomas, là, qui travaille au CNRS, étudie notamment tous les mécanismes de cancer à partir des théories de l'évolution.
Donc, ils traitent le cancer comme étant des organismes qui évoluent dans des environnements et on est capable comme ça d'améliorer nos traitements et nos connaissances du cancer. Donc, c'est un exemple. Donc, théorie de l'évolution et santé mentale. Tantôt, je vous ai parlé des aspects phénotypiques. Je ne le répéterai pas parce que j'ai déjà donné l'explication. Mais ici, je donne l'exemple d'une variation phénotypique due aux pressions de l'environnement. Vous avez l'exemple du pinson de Darwin, qui est le plus classique. Hein, je l'explique brièvement, là, mais c'est que le pinson que vous voyez, vous en avez deux. C'est exactement la même espèce, mais ils n'ont pas le même profil. Vous voyez que le bec est différent. Le bec a été façonné, en fait, par rapport à l'environnement. Donc, c'est une adaptation. Donc, ça, c'est une explication brève, là, mais qui nous permet d'expliquer que ce que l'on sait en biologie, c'est qu'à partir du moment où on exerce des pressions environnementales chez des individus, donc de n'importe quelle espèce, on crée des changements de comportement, puis on crée des variations phénotypiques. Donc, parlons des changements climatiques. Bien, si on augmente les degrés d'eau, la température de l'eau, on va avoir des variations phénotypiques importantes. Donc, ça va être des stresseurs hyper importants sur les individus et certains vont s'adapter, d'autres non. Donc, ça, c'est l'évolution. Une réponse adaptative peut être délétère en termes de compromis adaptatif. Hein? C'est un peu ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire selon les pressions de l'environnement. Donc, je vous donne un exemple de maltraitance et développement de l'enfant. On va partir des pinsons puis on va revenir chez les enfants pour appliquer les mêmes principes. Ce que l'on sait, c'est que les enfants qui sont maltraités en très bas âge, hein, donc à des étapes très cruciales du développement, on va remarquer que la réponse de stress qui va être générée va empêcher en fait que les hormones de croissance prennent leur place. Donc, on va voir les enfants maltraités à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, avec des retards staturo-pondéraux de 30 à 40 par rapport à des enfants qui ont vécu dans des familles bienveillantes et aimantes. Okay? Donc, ça, on sait que en fait, le corps, l'organisme, fait un compromis adaptatif. C'est-à-dire qu'il se dit, l'individu est menacé, je sécrète des hormones de stress et les hormones de stress sont priorisées par rapport aux hormones de croissance. Donc ça, c'est un compromis adaptatif. Et ça, l'individu ne fait pas le choix. En fait, c'est le corps qui décide à sa place. Donc, il faut comprendre ce type d'exemple. Bon, maintenant, notre cerveau, en fait, c'est quoi? Sa principale fonction, c'est de détecter la menace. Donc, tantôt, je vous ai fait l'exemple de dire, je vous ai dit, votre cerveau n'est pas fait, en fait, ou votre organisme n'a pas été fait pour jouer à des jeux vidéo, n'a pas été fait pour faire de la danse, il n'a pas été fait pour faire de l'art, il a été fait pour détecter la menace. Donc, et essayer de trouver des solutions, en fait, pour s'adapter. Mais d'abord, c'est de détecter la menace, c'est ce qui sera toujours priorisé par votre cerveau. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est, là, pour comprendre, qu'est-ce que c'est une réponse de stress, puis pourquoi la réponse de stress peut être si nuisible si elle devient chronique, et pourquoi on peut être stressé, en fait. Donc, ça, je vais vous donner ça, c'est très, très simple. Vous avez, en fait, là, toutes les recherches à date depuis 50 ans là, en sciences du stress nous permettent d'établir ça, puis on n'a pas encore vraiment aucun laboratoire là, qui a défini d'autres choses. Là, okay? Donc, puis on le voit chez les animaux comme chez les humains. Donc, ce que l'on sait, c'est que les changements de température importants, les douleurs, l'agression physique, la maladie, la privation de sommeil et de nourriture sont ce qu'on va appeler des stresseurs physiques. Donc, prenez n'importe quel mammifère, incluant l'humain, et faites-lui vivre ça, là, donc des agressions physiques, privation, et vous allez sécréter chez lui des hormones de stress. Donc, vous allez le stresser. D'un point de vue psychologique, ce que l'on sait, c'est que si on induit chez les individus mammifères un contrôle diminué, mettre quelqu'un en cage, par exemple, ce serait un exemple, l'imprévisibilité, donc ça peut être aussi un sentiment de contrôle diminué, hein, c'est pas juste, ça peut être réel et perçu. Vous avez l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. C'est-à-dire l'ego menacé va être vraiment lié au rang dans un groupe, à la perception des congénères dans un groupe, au statut dans le groupe, donc à la performance. Donc, c'est lié à tout ça. Donc, ce que l'on sait, là, c'est que dès que vous induisez un de ces éléments dans l'environnement,
vous déclenchez en fait une réponse de stress. C'est-à-dire que nous, là, les gens qui s'intéressent aux théories de l'évolution, l'explication qu'on va amener aux connaissances qu'on a là, par rapport à ça, c'est de dire si ça fait en sorte qu'on réagit, c'est que ça a servi à notre évolution. C'est-à-dire que ça fait partie de notre phénotype. Donc, ça a probablement été pertinent lorsqu'on manquait de nourriture ou de sommeil, ou qu'on était blessé, ou qu'il y avait quelque chose de nouveau dans notre environnement ou imprévisible, ou du moins que le statut dans le groupe était menacé. Il apparaît que ça a servi à l'évolution. Donc, c'est vraiment cette façon-là qu'on le réfléchit. Maintenant, je fais ça vite là, pour vraiment faire le lien, savoir pourquoi ça peut nuire et pourquoi ça nous sauve la vie. Vous savez que si vous sécrétez des hormones, vous allez sécréter ce qu'on appelle, vous le voyez, là, des glucocorticoïdes. Donc, je fais ça vite, mais dès que votre cerveau, là, votre hippocampe, détecte un de ces éléments qu'on voit à gauche, lui, il déclenche vraiment une série de chaînes hormonales. Donc, c'est vraiment les glandes. Hein. La glande pituitaire va sécréter une hormone qui va déclencher une autre hormone qui va finalement arriver à ce qu'on appelle les glucocorticoïdes. Et les glucocorticoïdes, en fait, c'est quoi? C'est tout ce qu'il faut pour soit combattre, fuir ou s'adapter. Donc, c'est du sucre, donc c'est de l'énergie et des anti-inflammatoires. Donc, lorsque vous êtes stressé, vous sécrétez du sucre et des anti-inflammatoires. Et c'est ce qui modifie vos comportements et vos paramètres physiologiques. Évidemment, je fais ça bref, mais l'explication est plus longue, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, ce qu'on a à retenir par rapport au rôle du stress dans le développement des problèmes anxio-dépressifs, là, notamment, c'est que d'abord, il faut savoir que la réponse de stress est une réaction qui est physiologique, qui est psychophysiologique. Ça part d'une perception qu'on a dans notre environnement ou d'une agression au corps et ça déclenche les hormones. La chronicité là, de ce déclenchement, et ça peut être que psychologique, hein, donc comprenez que s'il y a une menace importante dans un autre pays, puis que j'ai accès à l'information instantanément par mon téléphone et que ça influence la perception que j'ai de mon environnement. Donc, ça, c'était une information que je n'avais pas il y a 1000 ans, mais que j'ai aujourd'hui. Vous comprenez que les stresseurs sont augmentés. Hein. La potentialité de stresseurs augmente par rapport à l'accès à l'environnement que j'ai. Donc, évidemment, la chronicité de ça là, est toujours en train de déclencher notre système de stress, débalance nos systèmes physiologiques. Les systèmes de réponse au stress, ça sert de survie et d'adaptation, mais lorsqu'il est déclenché de manière chronique, il est coûteux. Donc, prenez notre exemple d'enfant maltraité. La réponse de stress va lui permettre de survivre et de s'adapter, mais elle sera coûteuse sur son développement métabolique. Donc, va permettre de se développer, de s'adapter, mais lorsqu'il est déclenché de manière chronique et délétère, on rentre dans les principes de compromis adaptatif. Et les processus anxio-dépressifs, agressifs, réactifs et d'épuisement sont liés au stress chronique. Donc, et ce n'est pas en lien avec d'autres choses. Maintenant, je vous amène sur une autre piste là, pour comprendre pourquoi on a des comportements et pourquoi ces comportements-là sont orientés soit vers des comportements plutôt intériorisés ou plutôt extériorisés. Mais dites-vous que les troubles anxio-dépressifs vont être influencés, l'expression comportementale va être influencée plutôt par votre tempérament. Donc, dès que moi, je me suis, dans mes projets de recherche et dans ma carrière de chercheur, j'ai développé un programme dans lequel je m'amuse à stresser je ne m'amuse pas, mais je veux dire, je stresse les adolescents pour leur apprendre à voir leur comportement lorsqu'ils sont stressés. Lorsque l'on sait, c'est que lorsqu'on stresse un individu, ses traits de tempérament vont s'exprimer. Donc, si j'ai une tendance à être plutôt extériorisée, dans de grandes périodes de stress, j'aurais tendance à plutôt être colérique, violent, je vais crier, donc plutôt que de me refermer, m'isoler ou pleurer. Donc, ça, ce sont des bases tempéramentales. Il y a une chercheure française qui est une éthologue qui s'appelle Marie-Claire Bushnell, qui est très âgée maintenant. Je ne sais pas si elle fait encore de la recherche, mais cette chercheure s'est intéressée toute sa vie, en fait, au comportement des fœtus, toute sa carrière. Elle, c'est une éthologue, donc elle s'intéresse vraiment à la fonction des comportements.
Et elle, ce qu'elle a découvert, en fait, là, c'est que dans une étude, dans une recherche qu'elle a fait, elle a stressé des mères enceintes, donc des femmes enceintes de 7 mois. Et ce qu'elle a réalisé, c'est que lorsqu'elle stressait la maman, donc c'est un protocole, là, je vous explique très rapidement, mais on invitait les mamans à venir, elle faisait une échographie et on demandait à l'expérimentateur de garder un silence pendant de plus d'une minute, même si la dame faisait des expressions ou avait des questions. On demandait vraiment à l'expérimentateur, l'échographe, d'être stoïque. Et ça, c'était la situation stressante. Et ce qu'on a remarqué après avoir passé plusieurs bébés, plusieurs mamans, c'est que ça se distribue vraiment en 3 grandes catégories. Le tempérament des fœtus, en 1/3 des fœtus vont s'agiter. Donc, lorsque la maman est stressée, 1/3 des fœtus vont se mettre à bouger leurs petits poings et leurs petits pieds. 1/3 vont se replier sur soi, c'est-à-dire qu'ils vont ramener leurs membres vers eux et le réflexe de succion, là, donc le petit pouce vers la bouche. Et 1/3 qui n'en ont rien à foutre, qui, eux, vont plus ou moins réagir. Donc, c'est un peu ce qu'on va observer. Et donc, je vous amène là pour vous montrer en fait que les caractéristiques de nos réactions, nos personnalités, être en colère ou être inhibé, être extériorisé ou inhibé, va être lié à notre base tempéramentale. Ceux qui ont des enfants, bon, on n'est pas nombreux, là, je ne sais plus combien on est, mais ceux qui ont des enfants, vous allez voir que cette image est très parlante. Normalement, on va diviser vraiment par des comportements genrés, mais ça ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'il y a autant de différences interindividuelles que de genre. Mais on va plutôt dire, en fait, que les garçons ont une tendance à l'activation et que les filles ont plutôt une tendance à l'inhibition. Mais comme je vous ai dit, ça tient peu la route parce que les différences interindividuelles sont très grandes et on peut voir très bien une fille. Moi, j'ai 2 filles. Et une de mes filles a une tendance à l'activation et une autre de mes filles a vraiment une tendance à l'inhibition. Donc, dans les grands traits tempéramentaux qui vont vraiment définir notre personnalité, c'est comme le socle un peu de notre personnalité. On va vraiment avoir 2 grandes tendances qui vont être soit la recherche à la nouveauté, l'exploration, l'excitation, l'impulsivité, qu'on va voir dès le jeune âge, ou tendance à l'inhibition, donc plus éviter la punition, anticipation, peur, timidité, fatigabilité. Donc, des enfants qui vont être fatigués après une journée d'école vont s'endormir très vite, tandis que d'autres ont beaucoup encore d'énergie. Ça, on le voit très jeune dans le développement et comme je vous dis, ça définit en quelque sorte les grands traits de notre personnalité, mais nos traits de personnalité sont plus complexes que ça, mais ce sont vraiment les socles. Donc, quand je stresse un individu qui a une tendance à l'activation, je vois apparaître de la frustration, de la colère, de l'irritabilité. Et lorsque je stresse quelqu'un qui a de l'inhibition, je vois apparaître du retrait. Okay? Donc, ça, on le voit également chez les animaux, chez les mammifères. Donc, il y a un chercheur avec qui je travaille à l'UQAM qui s'appelle Denis Réal, qui est un éthologue, et lui s'intéresse à la personnalité des animaux sauvages. Donc, il faut savoir que les animaux ont aussi des personnalités de ce type. Je reste chez les mammifères. Donc, le tempérament s'exprime à travers des comportements d'attention, d'activation motrice, de raisonnement cognitif, de réaction émotionnelle. Les traits du tempérament interagissent avec des processus inhibiteurs et activateurs des comportements et qui sont liés au système de réponse au stress. Et les manifestations des problèmes, quand on les catégorise là, en problèmes intériorisés et extériorisés, on voit que c'est lié aussi également aux profils tempéramentaux. Voilà, j'arrive rapidement vers la fin de ma présentation. Maintenant, je vous ai dit que je m'intéresse à la recherche fondamentale, un peu comme je vous l'explique, mais mes projets d'intervention vont exactement dans le même sens. C'est-à-dire que je tente de m'inspirer, en fait, de ce qui a servi à notre évolution et à l'optimisation de ce qu'on est, là, avant les grandes augmentations des problèmes anxio-dépressifs, là, mais j'essaie de travailler sur des principes qui sont liés à la coopération, qui sont liés à l'activité physique, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la sédentarité, là, mais davantage dans le mouvement.
Donc, on sait, ce que je vous présente ici, là, c'est très résumé, mais c'est vraiment une adéquation qu'on cherche entre les besoins des individus et les conditions d'environnement. Donc, ma plus grosse piste de travail, en fait, si je la résume, c'est vraiment ça, dans tous les cas. Puis, avec les jeunes en difficulté, là, qui ont vraiment des problèmes anxio-dépressifs et d'agressivité, on travaille vraiment à développer, on les met dans des conditions environnementales contrôlées pour qu'ils puissent vraiment développer ce genre de capacité à se réguler. Parce qu'on pense qu'il y a aussi un problème de régulation chez les populations qui sont vraiment nées après les années 2000, avec l'environnement mondial, si je peux dire comme ça, avec accès avec trop d'informations, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment mes grandes pistes. Et je termine sur ce, parce que c'est bref, 1 heure, ça fait 1 heure. Donc, voilà, je vous laisse vraiment la parole. Il n'y avait pas de questions, je crois, au fur et à mesure. Donc, J'en ai voilà. pas vu dans le chat, mais merci beaucoup. C'était vraiment très, très éclairant comme présentation, très riche aussi. Il y avait beaucoup, beaucoup de références et de pistes et tout ça. Alors, merci beaucoup, Jonathan Bluteau, pour cette présentation. C'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher à penser à notre propre vie là, en regardant ça. Puis, dans le contexte de la COVID, j'ai l'impression que les marqueurs de stress sont augmentés. Moi, je disais quelque part que dans la communauté anglophone, il y a une étude qui a été publiée par une chercheure médecin à l'Université de Sherbrooke, Mélissa Généreux, qui parlait de la communauté anglophone avait révélé plus de stress et d'anxiété que la communauté francophone, puis ça serait peut-être dû au fait que les personnes anglophones ont accès à une foule de documentation qui est issue principalement des États-Unis, mais en volume, il y en a beaucoup plus et beaucoup plus diversifié que la communauté francophone qui n'a pas accès à l'anglais, par exemple. Alors, c'est sûr Ouais. qu'on pense à ce genre d'affaires-là, on est exposé à plus d'informations, donc ça devient des stresseurs. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on est exposé à un environnement qui n'est plus proximal. Tu sais, notre environnement actuel, il est sans limite, en fait, là. C'est ça qui n'a jamais existé auparavant. Puis le cerveau, De- il ne peut pas s'adapter plus vite qu'il est non. physiquement capable, mais ouais, ça. Ce sont les hypothèses que l'on a, hein. Évidemment, ce que je vous ai montré là, c'est des hypothèses théoriques. C'est très difficile à valider. C'est la question, dans le fond, c'est un des défis que je me pose, là, puis les biologistes de l'évolution ont les mêmes défis. C'est difficile d'étudier le passé par rapport au présent. Mhm. Donc, présentement, les modèles, on est capable de faire des modèles de projection là, par des modulations statistiques là, en créant des phénotypes informatiques. Là, on arrive peut-être à avoir des trajectoires, mais c'est vraiment, ça reste des probabilités statistiques. Oui, ben c'est sûr que les modèles, ils peuvent poser des problèmes aussi, là, dans le sens que c'est pas une représentation exacte de la réalité. Est-ce qu'on a, je vois ici un commentaire dans le chat, merci beaucoup, M. Bluteau, flux d'informations et incertitudes de la pandémie doivent être des facteurs. Ben oui, je réponds pas à votre place, mais c'est un peu ce que je disais. Oui, ça Bon, reste. ben, l'imprévisibilité, déjà, parce qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. Ça fait partie du quotidien. Donc, avec les changements. Donc, vous avez tantôt là, les déterminants là, que j'ai présentés. Vous aviez le contrôle diminué. Bien, actuellement, qui décide pour nous? C'est la santé publique. Donc, on a peu de contrôle sur nos vies. C'est plutôt imprévisible parce qu'on c'est arrivé de manière imprévisible et ça va quitter. Je veux dire, le virus vous comprenez, va s'estomper de manière imprévisible. Je vous ai parlé d'ego menacé, moins, à part si vous perdez votre entreprise ou qu'il y a des impacts majeurs par rapport à votre statut social ou économique. Et la nouveauté, là, donc, en tout cas, le virus n'est plus nouveau, mais on est touché par beaucoup d'éléments nouveaux parce que ça bouge, ça change vite. On a une autre personne qui mentionne, à notre niveau individuel, peut-on faire en sorte de rendre notre environnement plus proximal? Est-ce qu'on peut agir là-dessus? Est-ce qu'on a un pouvoir sur ça? Oui, vous avez un pouvoir. C'est-à-dire que, tu sais, le pouvoir que vous avez, d'abord, c'est de limiter l'information à laquelle vous avez accès.
Il faut voir qu'à l'époque des mammouths, là, les stresseurs étaient physiques beaucoup. Hein? C'est-à-dire, c'était de combattre le froid, combattre la faim. C'est ça, vivre dans un environnement naturel. C'est des stresseurs physiques importants et des stresseurs psychologiques. Ce qu'on peut croire ou ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est que nos stresseurs physiques sont beaucoup moins grands parce qu'on a des antidouleurs lorsqu'on a mal à la tête. Je prends une Advil, je n'ai pas à tolérer la douleur. Là, je donne un exemple simple, hein, vous comprenez, mais je suis protégé du froid. Je mange à chaque jour, pour la majorité des gens, disons. Mais nos stresseurs psychologiques, cependant, semblent avoir augmenté. Hein, donc, ce qu'on a vu, là, nos quatre déterminants. Donc, vous avez raison dans votre point. On peut vraiment supposer que actuellement, c'est ça et que les moyens seraient de limiter, en fait, l'information qu'on reçoit, se mettre en action dans le concret. Moi, je peux vous parler d'un point de vue personnel, mais je fais de la rénovation puis je fais de la course. Bien, quand je fais de la rénovation puis je fais de la course, je n'ai pas mon téléphone ou je n'ai pas accès à Internet. Là. Et puis, très rapidement, là, dès que je me mets en action physiquement puis que j'ai plus accès aux médias sociaux, mon état personnel se porte beaucoup mieux. Donc, j'y pense pas, en fait, parce que je suis dans le concret. Si je cours, je suis dans le concret. C'est le vent, c'est la voiture. Donc, évidemment, se mettre en action, coopérer, être avec des gens, recevoir le soutien social, faire nos activités quotidiennes, faire du sport, puis décrocher un peu de l'environnement web, sont vraiment des pistes qui peuvent aider, du moins, à diminuer l'anxiété. Et éventuellement, la dépression. Là. C'est sûr que ça peut aider. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient un commentaire ou une question à poser à notre conférencier? L'école à distance, c'est un commentaire. C'est pénible pour les adultes, beaucoup, parce que là, présentement, les enfants sont à l'école. Là. Je ne sais pas si la question concerne les enfants ou les adultes, mais c'est certain que pour les adultes, c'est épuisant pour les mêmes raisons que vous avez entendues là, déjà ailleurs, puis les mêmes raisons évolutives. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est sûr que moi, c'est mon paradigme, là, donc je lis les chercheurs qui sont là-dessus, mais vous comprenez que lorsqu'on a une interaction humain à humain, je n'ai pas été optimisé dans une interaction où je vois en même temps mon visage et en même temps le visage de l'autre. Si l'ordinateur n'existait pas, lorsque je vous parle, je ne me vois pas vous parler. Donc là, je suis en train de vous parler, là, puis là, je vois Kate, là, puis je vois à la fois mes expressions faciales et les siennes, puis là, c'est de l'information que j'ai en trop. C'est ce qui fait qu'on s'épuise très, très rapidement devant Zoom. Tout à fait. Puis de Joanne Saint-Charles, qui est la directrice de l'ISS, elle nous propose une solution simple que moi j'ai adoptée là, depuis que je sais comment faire. C'est dans les trois petits points dans la fenêtre, on peut enlever la fonction de la caméra sur nous. Puis sincèrement, pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur des réunions Zoom, puis des webinaires, puis des trucs comme ça donne un répit, ne serait-ce que pour pas être en auto-gestion de son corps et de ses expressions faciales. Oui, tout à fait. Vous voyez que tous les petits exemples, en fait, que je vous donne sont vraiment des exemples reliés au fait qu'on a été optimisé dans un environnement pendant des millions d'années. Et depuis 20 ans, ou un peu plus, là, évidemment, là, mais on vit dans des environnements qui accélèrent à une vitesse que l'humain, en fait, n'a jamais été confronté. Et là, c'est l'hypothèse sur laquelle je travaille avec la présentation que je vous ai faite. Mais c'est vraiment lié à la vitesse des environnements et notre capacité à s'adapter, en tout cas pour les troubles anxio-dépressifs. Bien, c'est super intéressant, puis je pense qu'il va y avoir encore beaucoup d'encre à couler sur ce sujet-là. S'il n'y a pas d'autres questions, ben on a dit qu'on terminait vers 13h30, donc on y est arrivé, mais on peut poursuivre quelques minutes s'il y a d'autres personnes qui veulent interagir avec M. Bluteau. Bon, merci. Très bonne conférence. Merci pour votre conférence. Bon, tout le monde dit merci. Merci à vous. Merci d'avoir été présent. Et on se retrouve peut-être à notre... je vous laisse le dernier mot si vous voulez dire quelque chose. Non, mais merci beaucoup. Puis, oui, cette année, je m'apprête à écrire un livre, en fait, sur un peu ce que je viens de présenter.
Donc, c'était un peu mon projet annuel. Donc, ouais, c'est quelque chose sur lequel je travaille, puis que l'an prochain, j'espère être capable de sortir un livre là-dessus. Là. Bon, ben on va Donc, ouais. attendre le lancement de ce Merci livre. beaucoup. Merci. À la Bonne fin de prochaine. journée. Bye tout le monde. Bye bye.